Merci Alain, merci professeur, et merci à chacun d'entre vous de m'écouter quelques instants ce matin. Je vous le disais hier soir, je me sens pas mal à l'aise, mais enfin tout de même dans une situation un peu particulière, puisque je n'appartiens pas à la communauté médicale, à la communauté des scientifiques que vous représentez. Et je vais vous parler d'un sujet en quelques minutes qui n'a pas grand-chose à voir au premier abord avec les différents thèmes que vous allez aborder. Je vais vous parler de la période, il n'y a pas très glorieuse, à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, que nous vivons collectivement, qui est celle à la fois de la régression, de l'archaïsme, très souvent de l'échec, et je parle de cet archaïsme, cet échec en tant que Marocain, en tant qu'Africain, en tant que citoyen du monde, simplement parce que j'ai la très grande chance et en même temps la singularité, mais surtout la responsabilité de porter à travers mon profil, et je suis confus de faire un peu d'exhibitionnisme pendant quelques secondes, mais de porter dans mon propre profil, avec beaucoup de mes compatriotes marocains, une singularité qui apparaît aujourd'hui comme une sorte d'exception, alors qu'elle devrait être la normalité. Je parle, pour être plus précis, je suis marocain, je suis arabe, je suis vieux d'à peu près 3000 ans dans mon pays, je suis juif, je suis berbère et je suis simplement citoyen dans mon pays. Je le dis parce que toute cette richesse dans la complexité d'un parcours comme celui-là a aujourd'hui déserté beaucoup de rivages en Europe, au sud, pas en Afrique, et c'est pour cela que nous avons beaucoup à entendre et à écouter de l'Afrique. Bien sûr, quand j'évoque l'Afrique, on me parlera de beaucoup de drames qui s'y déroulent actuellement, mais sur l'essentiel, et je l'ai vu hier soir, cette culture ordinaire de l'altérité, de l'écoute de l'autre et du vivre ensemble, elle n'a pas disparu de la culture africaine, et l'Afrique, dans ces temps de régression, a beaucoup à nous dire. Et je voudrais d'ailleurs dire que j'ai été vraiment particulièrement ému et impressionné par le fait d'avoir été à vos côtés hier soir. J'y ai vu à la fois le talent, la science, la maturité et la générosité. Et je le disais à Alain ce matin, cette initiative qui vous réunit est exemplaire, mais je suis sûr qu'elle est le point de départ de quelque chose qui demain aura du sens et sera utile à beaucoup d'entre nous. Alors vous parlant à vous scientifiques, à vous médecins et à vous combattants pour gagner cette grande cause qui est celle de la prise en compte du cancer et de la progression, de l'avancée de toutes les sciences, de toutes les techniques, de tous vos talents pour vaincre cette maladie, je le fais en vous interpellant au départ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos guides dans nos différentes spiritualités, religieuses, culturelles, beaucoup des leaders du monde qui disaient la raison quand elle était remise en cause ou quand elle était prise en otage, comme elle l'est aujourd'hui, n'ont plus cette capacité d'être écoutés et d'être suffisamment crédibles pour ramener un peu d'ordre dans tout ce grand désordre. Et vous, en tant que scientifique, vous, en tant que médecin, vous ne pouvez pas être spectateur de ce qui se passe. Si vous vous exprimez, si vous écrivez, si vous débattez de ces thèmes qui sont en dehors du cercle de vos préoccupations quotidiennes, vous serez entendu. Vous serez entendu parce que vous avez cette auréole, cette position morale, cette attente qui entoure la relation que vous avez avec vos patients. Et quand vous direz, avec l'autorité qui est la vôtre, que le fait que nos histoires, nos civilisations, nos religions sont prises en otage aujourd'hui pour créer une civilisation de la rupture, une civilisation du déni
de l'art ordinaire du savoir-vivre ensemble, vous avez votre responsabilité en disant non et en participant à cette résistance qui nous fait défaut aujourd'hui, à cette capacité collective de reconquérir une culture qui est celle de l'écoute, du respect mutuel et de la connaissance des uns et des autres. Je suis un homme engagé, je suis un activiste sur beaucoup de fronts et je me bats depuis un peu plus d'un demi-siècle, mais dans le pire de mes cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse arriver dans cette situation qui, aujourd'hui, fait que tous les jours, en ouvrant votre journal, en écoutant votre radio ou en regardant votre télévision le soir, vous écoutez, et presque sans réaction, et je dis vous, nous, ce cortège de morts, ces tragédies, pas pour la conquête de territoire, pas pour des différends idéologiques comme on en a connu beaucoup au XXe siècle, mais simplement parce qu'on ne s'adresse pas à Dieu de la même façon et avec les mêmes mots, parce que on refuse de voir son identité, sa personnalité, son histoire déniée par ceux qui n'appartiennent pas à cette identité ou à cette histoire, par cette régression que je disais tout à l'heure. C'était indicible, imprévisible, indécent, obscène. Et nous y sommes aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de développer, évidemment, tout ce pourquoi et comment nous en sommes arrivés là, mais je voudrais, et c'était le thème que j'avais proposé à Alain, vous dire que le Maroc, mon pays, est en dehors de cette régression. Non pas parce que nous sommes géniaux, non pas parce que nous sommes le fruit d'une exception quelconque, mais simplement parce qu'on a su, dans ces fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, de l'histoire de la civilisation, du respect, de la connaissance des autres, et du respect, et de l'art de vivre ensemble quand on est différent, le Maroc, je crois, exprime une réalité qu'il est bon de méditer, sur laquelle on peut s'arrêter quelques secondes. Je vais citer deux faits récents. L'un date de moins d'une semaine et l'autre d'une quinzaine de jours. Il y a une semaine, se tenait à Marrakech une conférence internationale sur le respect des minorités en terre d'islam, mais en l'occurrence le Maroc, avec 800 participants, une trentaine de ministres venus du monde entier, des experts, des théologiens, des laïcs, des athées. Et cette conférence a été exceptionnelle par le contenu et les messages qu'elle a envoyés, de lucidité, de responsabilité, de vérité. C'est pas ordinaire qu'en terre d'islam, on s'exprime, on débatte et l'on dise justement les minorités qui ne sont pas musulmanes sont citoyennes en terre d'islam, sont respectées, sont acceptées et si nécessaire protégées. Je n'ai pas vu une virgule, un mot de cette conférence en Occident et notamment en Occident européen. Si par hasard ou par malheur, la même conférence s'était réunie pour dénier le droit des minorités à vivre en terre d'islam, nous aurions fait la une. Donc il y a cette contre-dynamique qui détruit tout esprit de modernité ou capacité d'altérité des uns et des autres, qui aujourd'hui ne provoque même pas la curiosité quand elle s'exprime en terre d'islam. Et ça participe justement de cette situation qui est la nôtre aujourd'hui. Un seul journal, et je m'en félicite, en a fait écho, c'est le New York Times, il y a 2 jours, dans un très grand article, qui a dit combien était inédite, importante et fondatrice cette réunion. Mais, puisque nous sommes en Europe,
je suis obligé de noter qu'il y a là cet autisme et cette incapacité à considérer la complexité, à tout le moins, ou à prendre acte de quelque chose qui invite à un discours moins caricatural, moins raciste. Et quand il s'agit, encore une fois, de parler de l'espace d'islam. Il y a 3 semaines, je lisais un message du roi Mohammed VI à New York, dans l'une des synagogues les plus prestigieuses de Manhattan, pour recevoir, au nom du roi et aux côtés de l'une de ses sœurs, la princesse Lala Hasna, le prix de la liberté Martin Luther King, qui était décerné au roi Mohammed V, qui, il y a plus d'un demi-siècle, roi chef d'État d'un pays arabe, le Maroc en l'occurrence, descendant direct du prophète Mahomet, et qui était reconnu, célébré et fêté pour avoir eu le courage de refuser l'application au Maroc des lois scélérates de Vichy pendant la guerre. Quand on est venu lui demander la liste des membres de la communauté marocaine de confession juive pour pouvoir leur apposer l'étoile jaune sur leur poitrine, il a dit au Maroc, il a dit à ses interlocuteurs, nous étions à ce moment-là sous protectorat français, il a dit à ceux qui venaient le voir, les envoyés de Vichy, je n'ai pas de juifs au Maroc, j'ai des citoyens, il se trouve qu'ils sont de confession musulmane et de confession juive, mais si vous voulez leur faire porter l'étoile jaune, revenez à mon palais demain avec 12 étoiles, je commencerai par ma famille. Il a refusé que soit mis en œuvre au Maroc, lui, descendant direct du prophète Mahomet, chef d'État, roi d'un pays arabe, il a refusé que soient appliquées les lois de Vichy. Et au moment où la barbarie nazie était européenne et occidentale, le Maroc et d'autres pays arabo-musulmans étaient les seuls à envoyer au reste de l'humanité des signaux de solidarité et recevaient chez eux ces milliers de juifs qui fuyaient le nazisme. C'était à New York il y a 3 semaines. Là aussi, si je ne vous le disais pas ce matin, et c'est pour ça que je tiens à vous le dire, vous ne l'auriez pas su. Parce que les différents médias qui sont prescripteurs de l'opinion que vous vous formez, de la compréhension que vous avez de ce qui se passe dans mon univers, vous êtes inaccessible parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Donc moi, je suis obligé, moi, le moi étant un moi avec un M minuscule, mais puisque je suis devant vous, c'est moi qui en prends la responsabilité, je peux vous dire, et je veux vous dire, que le moment est venu de regarder l'espace culturel, l'espace religieux, l'espace géographique, l'espace civilisationnel qui est le mien, en Afrique, au Maghreb, au Maroc, en terre d'islam, est riche d'une complexité qui doit faire, qui est une sorte de protection, quand on veut bien la considérer, à tous ces raccourcis, à cette islamophobie qui aujourd'hui émerge, se développe, galope sur toutes les terres occidentales, sur toutes les terres européennes et même en Amérique du Nord. Ne soyez pas simplement spectateurs passifs de cette régression. Aucun d'entre nous n'a le droit de ne pas savoir. Aucun d'entre nous n'a le droit de ne pas lire. Aucun d'entre nous n'a le droit de ne pas exiger qu'on lui dise ce qui se passe. Il y a des morts tous les jours. Il y a une fracture très profonde qui vous interpelle, qui nous interpelle, et qui interdit le silence. Et je crains que si cette passivité, souvent aussi cette indifférence, ou cette culture grégaire qui ferait que l'on suivrait simplement la tendance la plus générale et la plus majoritaire, qui peut nous mener au pire, je crains le pire pour demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, si nous devions leur laisser ce monde éclaté, ce monde revenu à l'âge de pierre, ce monde qui aurait remis et abandonné sans réagir toutes ces valeurs de liberté, de dignité, de modernité que nous avons accumulées
tout au long en tout cas, de la période que nous avons connue chacun d'entre nous au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Je conclurai, parce que je sais que j'avais quelques minutes, je conclurai en vous disant que il faut non seulement essayer de savoir, avec plus de discernement, il faut aller chercher l'information quand on veut vous imposer un discours qui est un discours convenu. Mais il faut aussi exiger, en tout cas c'est moi la croisade que j'ai choisi de mener depuis quelques années, il faut exiger la compréhension et l'analyse et rechercher l'information. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et il faut exiger cette compréhension et cette analyse sans frilosité. Il y a des raisons profondes qui sont aux racines de cet échec et de ce déni. Elles sont dans la situation, pour nous, dans nos pays, en Afrique ou au Maghreb, en Afrique du Nord, la colonisation a laissé des traces. Des dossiers ont été ouverts qui n'ont jamais été fermés. Des injustices perdurent, se développent au Moyen-Orient et ailleurs. Mais l'échec de tous les processus de paix qui y ont été tentés n'est pas fortuit. La communauté des nations est aujourd'hui mise en équation sur des dossiers dont la solution est évidente, mais personne ne bouge. Et au fil du temps, tous ces plaies non cicatrisées, toutes ces paix gâchées, toutes ces opportunités et rendez-vous manqués créent une réalité qui est le meilleur atout de tous ceux aujourd'hui qui font exploser les acquis les plus profonds que l'on croyait irréversibles de notre civilisation. Donc il faudra aussi un jour faire le tour et l'analyse de toutes ces raisons qui nous ont conduites là où nous sommes aujourd'hui. Et ces raisons ne se trouvent pas simplement au sud, ne se trouvent pas simplement en dehors de la civilisation occidentale. L'Occident est aussi très largement impliqué, je ne dis pas coupable, mais acteur et porteur aussi de beaucoup de ces échecs. C'est un défi que de dire il faut non seulement résister, il faut non seulement essayer de mieux savoir, mais il faut aussi se battre pour qu'un jour la vérité soit dite sur toutes les raisons profondes qui nous ont conduites là. Et c'est au prix de cette vérité reconquise, exigée, reconstruite, que nous pourrons peut-être faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants connaissent un temps meilleur que celui auquel aujourd'hui nous sommes confrontés. Et pour mieux le savoir, venez visiter mon pays, vous verrez une sorte de laboratoire où s'exerce, où se développe, où s'impose et où perdurent toutes ces valeurs de dignité, d'altérité, de modernité, de l'art de savoir vivre ensemble, même quand on est différent. Merci. Merci, M. Azoulay, pour cette adresse qui fait un mélange d'ésotérisme, d'éthique, et surtout qui fait l'apologie de la tolérance, de la fraternité, mais surtout le retour vers l'humain. Vous savez, les médecins que nous sommes pensons souvent aux nouvelles technologies, aux innovations dans le domaine de la science pure. Et je pense qu'on devrait tous s'imprégner de ce que vous venez de dire, parce que les médecins ne sont pas comme les autres. Comme je l'ai dit souvent, on n'est pas comme les autres parce que simplement nous nous occupons des autres. Et comme nous nous occupons des autres, et que la médecine n'est pas faite contre les hommes, elle est faite pour les hommes. Donc je pense que cet enseignement devrait probablement être vulgarisé, et merci encore.